痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapèche, ça se proche, c'est aujourd'hui au programme, on va sortir notre loupe, fumer de la pipe et parler avec un fort accent anglais pour trouver les détails les plus cachés dans l'univers de Naruto tel Sherlock Holmes. Sauf qu'évidemment, vous connaissez cette chaîne à force, on va pas se contenter de sortir les mêmes détails que n'importe quelle autre chaîne. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une énième vidéo où on vous dit « Oh regardez, il y a une affiche du film dans un épisode » ou alors « Oh, il y a One Piece dans Naruto, c'est trop bien » Bah non, faut que ce soit un minimum intéressant et que ce soit des détails vraiment cachés, pas des choses que tout le monde voit juste en regardant l'anime ou en lisant le manga. Et c'est là que j'interviens parce qu'il n'y a pas plus divertissant que moi sur cette bonne vieille plateforme. Non, j'ai pas de problème d'ego, vous savez que je dis la vérité. Bref, aujourd'hui on va partir à la découverte de certains détails vraiment cachés et les analyser un petit peu. Je vais globalement me concentrer sur le manga pour avoir le support qui correspond le plus à la vision de l'auteur parce que certains détails sont clairement voulus et trop intéressants pour être juste du hasard. Et puisque vous avez sorti le bol de céréales pour manger devant ma vidéo, on va pouvoir commencer. Et accessoirement, pas besoin de me demander en commentaire si je mets le lait avant ou après les céréales. Je mange direct dans le paquet, j'ai pas le temps. Allez, on va commencer par un de mes détails préférés. À la fin de la partie 1, Sasuke a pris son baluchon, 3 slips propres et sa Game Boy et il est parti rejoindre Orochimaru dans le côté obscur de la force. Naruto, voulant le ramener, a décidé de devenir plus fort, Jiraiya l'a emmené en voyage d'entraînement et c'est ainsi que notre héros est parti de son village natal pendant 2 ans et demi. Et la scène qui m'intéresse, c'est juste après. À son retour, ce cher Naruto a décidé de prendre un petit coup de nostalgie en admirant la vue et on a eu une scène particulièrement stylée. Naruto qui revoit son village après 2 ans et demi et qui commente en mode « Tu n'as pas changé du tout ». C'est vraiment trop cool. Mais vous savez ce qui est encore plus cool? Le fait que cette scène est identique au retour de Sasuke 373 chapitres plus tard. En retournant au village pour la première fois après 2 ans et demi, Sasuke est lui-même rempli d'une envie d'admirer la vue, sauf que lui il dit l'inverse. Konoha a changé entre temps depuis la dernière fois. On a alors une opposition extrêmement bien gérée entre nos deux héros. Naruto qui revoit son village inchangé sous un ciel bien bleu et qui est excité de revivre des aventures, alors que de l'autre côté, on a un Sasuke qui revoit un village d'apparence différente, en plein milieu de la nuit, prêt à découvrir toutes les bassesses de sa terre natale. C'est extrêmement fort en symbolisme. On voit le chemin qu'ont parcouru ces deux personnages qui sont opposés sur le papier, mais qui sont destinés à se retrouver et à collaborer. L'union de choses opposées a été formidablement bien mis en valeur dans cette scène, et à leur simple lecture, on comprend toute l'histoire. Je pense que beaucoup n'ont pas fait gaffe à ce détail, ou qui n'ont tout simplement pas saisi l'importance de cette mise en scène. Oh, portez le chaton Naruto. Et d'ailleurs, note également que l'endroit précis où se trouve Sasuke est visible dans Boruto à l'épisode 136. Voilà, ça sert à rien, c'est une auto-référence, mais j'avoue que ça me fait un petit peu sourire. Et c'est exactement le même principe avec le détail suivant. Alors, on va de nouveau avoir une scène miroir, mais promis, ce seront les seuls de cette vidéo. Il y en a d'autres, mais je pense que beaucoup sont passés à côté. Quand Madara a planté Sasuke comme une tulipe, il a prononcé quelques mots intéressants. On ne protège pas les uns sans sacrifier les autres, qu'il s'agisse de ses amis, de ses frères ou de ses propres enfants. 3 petits points. Sauf que vous l'aurez compris, quelqu'un d'autre a déjà prononcé ces mots, et vous allez voir que le contexte est encore plus intéressant que la phrase en elle-même. Quand Hashirama et Madara sont affrontés à la vallée de la faim, Hashirama a planté son frère d'armes et lui a prononcé ces mêmes mots. Il était prêt à sacrifier son frère, sa famille ou ses enfants si cela pouvait lui permettre de sauver son village. Son village a plus d'importance que tout au monde parce que c'est ce qui garantit la paix. Du coup, pourquoi c'est aussi intéressant? Tout simplement parce qu'on se rend compte que Madara partage malgré tout les mêmes convictions qu'Hashirama. Cette scène nous le dit. Madara est prêt à sacrifier à peu près n'importe quoi pour protéger le monde. Son objectif n'est pas foncièrement devenir le maître ou autre, mais il souhaite juste apporter la paix à sa façon. Et pour réaliser son ambition, il est prêt à n'importe quel sacrifice au même titre qu'Hashirama à son époque. Du coup, dès le chapitre 661, son véritable caractère nous est subtilement révélé. Madara, c'est Hashirama, mais dont les méthodes sont différentes. L'objectif est le même, la volonté est la même, mais pas la façon de faire. Et du coup, l'un est vu comme l'un des plus grands héros de l'histoire, là où l'autre est plutôt vu comme l'antagoniste originel. C'est brillant. Et c'est encore plus fou de se dire que Sasuke a vécu les deux histoires. Quand on nous montre le flashback d'Hashirama, c'est à travers son histoire qu'il révèle à Sasuke ce qu'il a fait à Madara. Il explique à Sasuke le sacrifice qu'il a dû faire en prononçant ces mots. Et environ 40 chapitres plus tard, Sasuke se trouve à la place de Madara. Il se fait planter en écoutant les mêmes paroles et seul lui pouvait comprendre la portée de cette action. Ah bah je vous l'avais dit que c'était brillant.
Bon, très court celui-là, mais vous avez jamais capté que plus Jiraiya vieillit, plus les traits qu'il a sur son visage sont grands? Genre, quand il est gosse, ce sont juste des petits traits, en mode adulte, il touche ses joues, et en étant un pré-retraité, ça touche sa mâchoire. C'est intéressant, non? Parce que ça voudrait dire que c'est un élément évolutif sur son physique, donc qui réagit à certaines règles. Est-ce que ce serait dû à son entraînement d'ermite? Vu que Jiraiya se dessine d'autres traits sous les yeux avant de passer en mode ermite, peut-être que ça a un lien. Ou alors ce sont des marques de clan comme Rin? Ça on le sait pas, et ça a jamais été évoqué ou mentionné par la suite. Et très honnêtement, je ne l'ai capté que récemment, alors que c'est pas le détail le mieux dissimulé de l'œuvre, on va dire. Est-ce que vous vous souvenez de la scène ultra classe où Itachi est confronté à Azuma et Kuronai? On le voit, on sait que c'est le frère que Sasuke veut soulever, et il arrive frais et pimpant, il transpire le charisme, et là, il déboutonne sa veste et laisse passer son bras. Oh bordel qu'il était beau! Eh bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais Fugaku, le père d'Itachi, fait la même pose, mais inversée. Itachi sort son bras de sa combinaison là où Fugaku la rentre. Pas de blague dégueu s'il vous plaît, elles me sont réservées. Bref, je trouve ça assez amusant ce petit détail vu que les deux semblent être opposés niveau conviction mais également niveau tic. Il y a vraiment une sorte de mur invisible entre ces deux-là qui est inexplicable mais bien présent. Même dans l'attitude, les deux sont opposés et je trouve ça plutôt sympa connaissant le passif qu'ils ont ensemble. Et d'ailleurs, on peut même voir qu'Hashirama enfant le faisait aussi. Hashirama rentre sa main dans son kimono alors qu'Itachi la sort, ce qui peut être vu comme un symbole du Uchiwa et du Senju qui sont à la fois similaires et différents. Pendant la conversation Hashirama-Sasuke, Sasuke faisait référence à Itachi comme le ninja le plus apte à le comprendre alors que paradoxalement, c'est un Uchiwa. Petit détail certes, mais fort stylé. Alors celui-là il va être fou et je pense que vous êtes pas prêts. Vous connaissez forcément l'emblème de Konoha qui est posé sur les bandeaux des ninjas. Sauf que vous êtes déjà demandé ce que c'est. Genre pourquoi cette forme? Et je vous rassure, je vais pas vous dire que c'est parce que Madara a regardé le village à travers le trou d'une feuille, que c'était le village caché derrière une feuille, donc c'est devenu Konoha et l'emblème c'est une feuille. Je vous le dirai pas et je l'ai même pas dit d'ailleurs. Arrêtez de m'accuser. Mais en vrai, ça ressemble à une feuille ça? Ou alors je devrais plutôt dire ça ressemble uniquement à une feuille? Parce que je pense qu'il y a autre chose. Selon moi, il s'agit de la contraction entre deux emblèmes, celui de la feuille représentant Konoha et la spirale des Uzumaki. On prendrait tout simplement une feuille, on y appose une spirale dessus et ça fait littéralement le logo de Konoha. En fait, si c'est pas ça, je vois pas pourquoi ce choix artistique. Enfin, c'est peut-être uniquement artistique en mode c'est plus joli de faire comme ça qu'une simple feuille, mais quand on sait que les ninjas de Konoha portent l'emblème des Uzumaki dans leur dos, pourquoi pas sur leur front? Les Uzumaki et Konoha ont toujours eu des liens assez forts, donc ce serait une nouvelle preuve de cette proximité entre eux. L'emblème de Konoha ne serait donc pas simplement la feuille, mais la feuille en spirale. C'est quand même nettement plus classe. Wow, on est sur un programme tout public que je vous rappelle. Calmez-vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Conan c'est la seule membre de l'Akatsuki à être morte dans sa tenue du groupe. Deidara, Sasori, Kisame, Itachi, Hidan et Kakuzu ne l'avaient pas au moment de leur mort. La seule personne à être morte dans sa tenue, c'est Conan face à Obito. Et je trouve que c'est un détail vraiment cool quand on connaît le background de ce personnage. Conan était vraiment attaché à ce groupe et était prêt à mourir pour les idéaux de l'Akatsuki originelle. L'Akatsuki, c'est le groupe fondé par ses amis et qui avait pour ambition d'apporter la paix dans le monde. Même si elle faisait partie du groupe de méchants, elle est restée fidèle à cette organisation jusqu'au bout. C'était celle qui ne voyait pas l'Akatsuki comme un simple endroit où aller parce qu'il n'y avait plus d'autre choix, mais parce qu'elle croyait dur comme fer en son esprit et en ses valeurs. Sa fidélité est magnifiée par le fait de mourir dans ses vêtements de l'Akatsuki, même après avoir quitté l'organisation, parce qu'elle porte sur elle les idéaux de ses amis tombés dans les affres du combat. Le simple fait qu'elle meure dans ce vêtement précis nous révèle énormément de choses sur sa personnalité et je trouve ça incroyable. C'est vraiment un tout petit détail caché, mais qui en dit long et c'est tellement beau. Et si vous voulez encore plus de symbolisme, dites-vous que Yahiko est également mort dans sa tenue Akatsuki ancienne génération et que même après sa mort, il continue de se battre avec la tenue de son organisation via Nagato. Conan est mort dans la tenue Akatsuki 2.0, Yahiko dans la 1.0 et Nagato contre les Tendo qui porte également sa tenue au moment de chuter. Ce trio avait à cœur d'apporter la paix dans le monde et leur fidélité à ce groupe était inégalée. C'est beaucoup trop stylé. Ce genre de détails me font tellement plus aimer l'œuvre que je ne l'aime déjà, c'est-à-dire à quel point les détails sont importants dans une œuvre. Et en parlant de l'Akatsuki... Alors lui, c'est pas tant un détail caché, mais un détail plutôt oublié. Si je vous dis Akatsuki, vous allez penser à cette organisation composée d'une plante verte, un artiste blond, Chucky rouquin, un homme sashimi, un covidé, un heavy métalleux, une gothique, la doublure de Kakashi, un fichier S et un mec dont le masque me fait étrangement penser au gâteau Spritz. Non, sans déconner, je suis le seul. Bref, l'Akatsuki, c'est eux. Mais à une époque, l'Akatsuki, c'était eux.
Un groupe de ninjas faisant largement plus penser à des bêtes anthropomorphiques qu'à des humains. Et franchement, dans la partie 1, ça semblait plutôt cohérent. On ne connaissait que 4 membres au groupe, Kisame, Orochimaru, Zetsu et Itachi. 3 d'entre eux ont une apparence de bête et seul Itachi était normal, mais c'était sans doute pour faire référence à son côté agent double. Après quelques recherches, Kishimoto a indiqué qu'il avait prévu de faire de l'Akatsuki des bêtes inhumaines, mais qu'il a abandonné l'idée assez vite. Du coup, oui, dans la première partie, c'était le cas, mais pas dans la deuxième partie. On a donc cette image qui correspond à la première version du groupe dans le manga, mais dont le design a été abandonné par la suite. Et ce serait pas une preuve de plus qu'Itachi n'a pas été retcon? Genre, l'auteur ne dessine que des persos anthropomorphiques et le seul qui est un agent double serait humain? Ça fait réfléchir, avouez. Hein. Bon, accrochez-vous, parce que je vais vous exposer un détail complexe sans lettres et qui est une incohérence sans en être une. Oui, c'est possible, Aspros sait tout faire. Naruto est né le 10 octobre de l'an X. À sa naissance, il y avait une pleine lune. Et 17 ans plus tard, donc le 10 octobre de l'an X plus 17, c'était la fin de la guerre, sous une pleine lune également. Naruto a commencé sa vie sous l'opprobre général à cause de son démon, mais finit 17 ans plus tard sous les acclamations du monde ninja, et ces deux événements diamétralement opposés ont eu lieu sous une pleine lune. Symboliquement, c'est assez intéressant. Ce cycle de pleine lune à pleine lune peut symboliser l'accomplissement du destin de Naruto. Ça représente un cycle complet de lutte et de croissance, culminant dans la réalisation de son objectif de paix et de compréhension entre les nations. Ça signifie donc que Naruto a commencé son cycle à sa naissance et l'a fini au point culminant de la guerre 17 ans plus tard. Elle marque le début et la fin de son voyage épique, symbolisant la complétude, le destin et la transformation. Le fait de lier ces deux événements par le début catastrophique et la fin héroïque, mais également par le symbole de la pleine lune, c'est vraiment un petit détail plutôt sympatoche. Bon, par contre, j'ai pas envie de casser le délire du symbolisme, tout ça, hein, mais est-ce que ce serait pas une incohérence ? Parce que le cycle de la lune d'une pleine lune à l'autre dure environ 29,53 jours. En moyenne, il y a 365,25 jours dans l'année à cause des années bissextiles. 365 x 3 plus 366 et le tout divisé par 4, ça donne 365,25. On est également sur une période de 17 ans, soit 17 x 365,25 jours, ce qui donne 6209,25 jours. C'est le nombre de jours qu'il y a en 17 ans et c'est pas un entier parce qu'on est toujours sur une moyenne. Vu que les années bissextiles c'est tous les 4 ans, si la première année de naissance de Naruto c'est une année bissextile, le résultat il risque de varier. On a donc une moyenne de 6209,25 jours sur une période de 17 ans et un cycle lunaire de 29,53 jours. En divisant le nombre de jours par le cycle lunaire, on obtient 210,25 cycles. Sauf que là, on a une partie fractionnaire, les 0,25 en plus. Ça signifie donc qu'après 210 cycles complets, il reste un quart de cycle, soit 29,53 divisé par 4, donc 7,38. Après avoir fait 210 cycles complets, on a environ 7 jours en surplus. Le cycle lunaire, il a commencé le 10 octobre de l'an X, soit la naissance de Naruto, donc 17 ans plus tard, jour pour jour, c'est pas possible de tomber sur une pleine lune. La pleine lune devrait donc apparaître le 17 octobre environ, pas le 10 octobre. Sauf qu'en vrai, je pense que Kishimoto c'est un petit peu le roi des chanceux. Ce petit malin. En fait, on peut justifier cet élément en se disant que le lieu de naissance de Naruto et le lieu de la guerre ne sont pas au même endroit, donc en fonction de là où on se trouve, la vision n'est pas la même. En 7 jours, un simple croissant se voit, donc si on est décalé d'un continent, il y a moyen que l'illusion soit parfaite. Et dans tous les cas, peut-être que Naruto est né vraiment pile au moment où le cycle a commencé et que la guerre s'est finie pile au moment où le cycle se termine, ce qui fait qu'il existe un monde où ça passe. Là, Kishimoto il s'est vraiment rattrapé aux branches parce que je suis sûr à 200% qu'il n'y avait même pas pensé. Mais il a eu du bol l'enfoiré. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Naruto était minuscule au début de la série? Des 12 de Konoha, c'était lui le plus petit. Sauf qu'avec le temps, il a rattrapé son retard en devenant le plus grand des 11 de Konoha. Sasuke étant toujours plus grand que lui, mais comme il est parti du village, Naruto était officiellement le plus grand de son groupe. Et là où c'est stylé, c'est qu'au moment où Sasuke est revenu au village, Naruto est devenu plus grand que lui. Bon après oui, ça fait débat dans le sens où selon le databook, Sasuke est 2 cm plus grand que Naruto, mais quand on regarde comment les deux sont dessinés, ça semble clair que Naruto est le plus grand des deux. Encore une fois, ça ne reste qu'un petit détail si je puis dire, mais j'avoue que j'aime beaucoup le principe de Naruto qui est le plus petit, mais qui fait une remontée fulgurante vers le sommet, un petit peu comme sa carrière de ninja. C'était le dernier de sa classe, mais il est devenu le plus puissant du groupe, donc il peut y avoir une sorte de message. Je pense que l'auteur n'a pas choisi les tailles au hasard et que Naruto passe du plus petit au plus grand, ça avait un intérêt. Est-ce que vous l'aviez capté? Parce que c'était pas si évident que ça. Si je vous dis Naruto pète le masque de son adversaire, vous pensez à qui? À Aku? À Obito? Bah je pense que Kishimoto lui pensait aux deux. Regardez cette scène magnifique où Naruto brise le masque d'Aku. Ces 3 parties donnent un angle différent à chaque fois, posing masterclass, on ressent l'intensité du coup, tout ça. Eh bien regardez cette scène. C'est troublant hein.
Le découpage, les scènes, les proportions, c'est quasiment du copier-coller. Alors évidemment, pas parce que Kishimoto n'avait plus d'inspiration, mais Naruto qui brise le masque de son adversaire était tellement impactant que de le reproduire a donné un second souffle à la scène. Peu de gens l'ont capté, mais c'est effectivement une référence à la scène où Naruto brise le masque d'Aku. Deux personnages n'ayant plus d'identité, s'accrochant à leur unique bouée de secours, se cachant derrière un masque qui se fera briser par un enfant refusant d'abandonner malgré sa faiblesse apparente. C'est une nouvelle fois fort en symbole. Un parallèle pourrait donc être fait entre ces deux scènes, et même dans le cas où vous ne le captez pas, il y a aucun problème, ça reste de scènes monstrueusement stylées, mais qui sont bonifiées par l'auto-référence. Petit détail qui n'ajoute rien en profondeur, mais qui fait quand même plaisir. Est-ce que vous avez capté que Madara est mort deux fois dans la série? La première fois contre Hashirama avant d'utiliser un Izanagi à retardement, et l'autre fois quand Zetsu l'a kaguisé. Mais vous avez pas remarqué un truc? Genre un petit détail assez amusant. Madara est mort deux fois dans exactement les mêmes circonstances, c'est-à-dire par derrière. Hashirama et Zetsu l'ont attaqué dans son dos et il n'a pas pu y réagir. Bon, je vais pas aller chercher plus loin en mode oui mais le Sharingan et le Rinnegan ne permettent de réagir qu'à ceux qu'ils voient, patati patata, ça on s'en moque. Par contre, je trouve ça assez amusant que quand on découvre l'histoire de Madara, on découvre que son point faible est qu'on soit dans son dos. C'est avancé de manière assez comique de base, mais il se trouve que c'est véritablement un point faible exploitable, c'est arrivé à deux reprises. Trop confiant pour faire attention, impossible de regarder derrière lui avec ses yeux perçants, ou tout simplement un petit détail amusant que Kishimoto a pris au sérieux. Tout est possible. Et quand j'y pense, Naruto et Sasuke ils auraient dû tenter de l'attaquer par derrière pendant qu'il pisse. Et en parlant de la mort de Madara... Juste au moment où Madara rend son dernier souffle avant de se regonfler quelques temps après, on a eu une scène assez intéressante qui est très clairement un foreshadowing. Pour ceux qui ne le savent pas, un foreshadowing c'est une méthode utilisée pour planter des indices subtils qui laissent entrevoir des événements futurs dans une histoire. Ça permet de préparer le lecteur ou le spectateur à ce qui va arriver, souvent sans qu'il ne s'en rende compte sur le moment. SNK est le meilleur des exemples ici, mais bon, on en a pas mal dans Naruto également, et je pense qu'on pourra en faire une vidéo complète un jour, mais là j'aimerais parler d'un passage précis. Hashirama tue Madara, Madara tombe, Hashirama regarde le ciel sombre et pluvieux, Hashirama tombe à son tour, Hashirama chaos technique. Sauf qu'en fait, on apprend un petit peu plus tard qu'Hashirama avait senti quelque chose, il pensait avoir senti une présence en haut de la falaise, mais vu qu'il venait finir son combat contre Madara, l'épuisement a pris le pas sur ses sens et il n'a pas cherché plus loin. Et un petit peu plus tard, on apprend que Zetsu observait le combat entre les deux et c'est Zetsu qu'Hashirama a senti. En revenant lire la scène, on se dit qu'il y avait effectivement quelque chose en haut, mais sur le coup, sans connaître l'apparition de Zetsu, c'est difficilement utilisable. Perso, je me souviens que j'avais théorisé qu'il y avait quelque chose en haut, parce que le point d'exclamation n'était pas là par hasard, mais ça semble tellement sans intérêt qu'on l'oublie rapidement. En voyant cette scène, on pouvait donc se dire qu'il y avait quelque chose d'autre, mais on n'a juste pas été capable de comprendre ce dont il s'agissait. Il est fort le Kishimoto. Petit détail également, mais les animaux dans Naruto ont du chakra. Et je parle pas des invocations évidemment, mais bien des animaux qu'on pourrait qualifier de domestiques. Quand Jubidara utilisait le Tsukuyumi infini, on voit que des chats de gouttière sont fait prendre par l'illusion également, signifiant qu'ils possèdent du chakra. Parce que le Tsukuyumi infini est un genjutsu, et le genjutsu affecte le chakra de la personne pour brouiller son cerveau. Si tu es pris dans un genjutsu, c'est que tu as du chakra, donc les animaux en ont. Ça voudrait donc dire qu'il serait possible de placer un chat dans un genjutsu pour qu'il vous traite avec respect, chose qui est impossible dans notre monde à nous. J'en ai 4, je sais de quoi je parle. Ah, Sasuke, personnage emblématique de Naruto, que dis-je, du manga game en général. C'est un personnage vraiment bon dans ce qu'il est censé représenter, c'est-à-dire un rival du héros, un méchant dans certaines parties, un gentil dans d'autres, bref, il est vraiment sympa sur bien des aspects. Et c'est normal, l'inspiration évidente pour la construction de ce personnage, c'est Vegeta de Dragon Ball. Vous ne me croyez pas? Eh bien, si je vous dis qu'outre l'attitude inversée, le jeu de couleurs, il y a un autre détail qui les relie. Vous le trouvez? Ces deux personnages ont la même maladie, un bras gauche complètement explosé. Parce que c'est quoi ça? Tout l'actimel qu'ils ont bu est parti se loger dans le bras droit? En vrai, va peut-être falloir aller consulter parce que je pense qu'il y a un problème de souci. Sasuke, tout comme Vegeta, se tient toujours le même bras. Coïncidence? Référence? Ou alors c'est pour montrer qu'il est blessé mais que comme il est droitier, il peut toujours se battre à peu près correctement? Bonne question. En tout cas, le Jamel de Boost no Jutsu n'est pas si efficace que ça. Va peut-être falloir aller se faire soigner un jour. Et en parlant de bras, est-ce que vous avez capté que le bras d'Obito que Minato a Rasenganisé a littéralement fondu? On pourrait se dire que bah c'est normal, c'est le côté Zetsu donc c'est un petit peu de la pâte à crêpes. Mais non, c'est l'autre bras qui est Zetsu, pas son bras gauche.
qui se situe à droite de l'image. Du coup, pourquoi son bras il a fondu? Pourquoi il n'y avait pas de sang, juste du liquide Zetsu très épais? Selon moi, il y a 3 explications. Soit l'auteur s'est trompé, soit le corps d'Obito a été modifié génétiquement pour y inclure les cellules d'Hashirama, ce qui fait que peu importe la partie du corps qui subit les dégâts, ça fera ce genre de procédé. Ou alors, Obito aurait été à Konoha recouvert de Zetsu comme lors de la première fois. Selon moi, cette dernière explication est la plus logique. Il avait beau se sentir très fort ou autre, il savait qu'il allait devoir faire face à Minato, donc il devait mettre toutes les chances de son côté. Et dans tous les cas, les cellules d'Hashirama ont un effet assez intéressant sur les bijoux, donc utiliser un Zetsu pour se renforcer pouvait l'aider à contrôler plus facilement Kyuubi. C'est vraiment le plus logique selon moi. Mais bon... En vrai, j'ai dit que j'allais en balancer 15, mais est-ce que je peux vous en rajouter quelques-unes vite fait? Genre, ça va aller vite, mais je les trouve super intéressantes. Ça va être une sorte de vrac fourre-tout Poupilou Stéphane Poutou. S'il vous plaît, je fais vite. Allez, on s'est mis d'accord. Vous avez remarqué que dans Boruto, les panneaux de sortie de secours sont dessinés comme des ninjas qui courent? Je trouve ça drôle. Et d'ailleurs, le Byakugan d'Hinata ne peut pas passer à travers le masque d'Obito. Ça voudrait donc dire qu'il est spécifiquement designé avec des matériaux qui empêchent le Byakugan de passer à travers, un petit peu comme la pièce secrète dans Boruto. Prévoyant ce Obito, hein. Sinon, vous saviez qu'Itachi a pu utiliser son Susanoo en dehors de ce dernier? Genre, il était à côté, il l'a quand même utilisé? Serait-ce la preuve qu'un Susanoo peut être utilisé à distance en mode golem de bois? Bah selon moi non, c'est juste une facilité pour dessiner les scènes. Si tu mets Itachi dans le Susanoo avec des persos aussi petits ou pendant qu'il parle, tu détruis l'harmonie de la scène. Tu verrais pas Itachi parler, et si tu fais un gros plan sur lui, tu verrais pas les autres, donc c'était la meilleure solution. C'est un petit peu comme dans IQ d'ailleurs. Les visages semblent rentrer dans le filet, mais c'est évident que c'est pour qu'on voit au mieux leur expression. Ils ont pas des pouvoirs particuliers. Mais quand il s'agit d'Itachi, cette logique ne semble pas s'appliquer apparemment. Et concernant son frangin, il a quasiment pas utilisé son éternel Mangekyou Sharingan contre Naruto à la vallée de la fin. Question d'économie d'énergie? Le Rinnegan lui était suffisant? L'auteur avait la flemme de le dessiner? Tout est possible. Mais enfin bref, histoire de finir sur une note positive, saviez-vous qu'Azuma et Hiruzen, le fils et son papa, sont tous les deux morts à l'épisode 80 de leur partie respective? Youhou! La bonne ambiance. Il est temps que ça se termine. C'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez d'autres petits détails que beaucoup n'ont pas relevés? Des petits détails croustillants? Des détails lourds en symbolisme? Je vous retrouve dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va repartir sur nos petits classements qui me font brasser de la haine en commentaire. J'adore ça. Nourrissez-moi de haine.